Ce podcast m'a changé la vie. Depuis que je l'écoute, je me sens motivé les lundis matins pour la semaine. J'ai dit à mon patron que je le quittais, j'ai lancé mon entreprise d'élevage d'alpagas dans les Vosges. Je me retrouvais à écouter cette, 1 boucle en boucle, c'est le cas de le dire. Tu vois, on découvre un nouveau corps, donc on a besoin de malaxer, on a besoin de de voir ce qu'on peut en faire. Je me rappelle la première fois où j'ai ouvert Photoshop, tu vois, j'avais peut-être, je sais pas, j'avais 15 ans et j'étais tout content, je l'avais piraté, tu vois, je me en prenais un peu pour un hacker, tu vois. Et donc j'ouvre le logiciel et là je vois des menus partout, plein d'icônes, plein de trucs, des fenêtres dans des fenêtres dans des fenêtres. Le premier truc que j'ai fait, c'est fermer le logiciel, quoi. Notre tendance, parfois à prendre une capote pour se branler. Mais par exemple, cette Lipsia, je l'ai également accueillie, sur mon canapé pendant, je précise, elle est très reconnaissante, elle a manifesté sa gratitude envers moi. Joie de vivre, joie de vivre. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous incite à enfiler la chaussette gauche avant la chaussette droite. Big up Zizou. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et que ça se passe bien de ton côté, mon ami. Eh ben parfaitement, parfaitement. Et nous sommes très heureux, une fois n'est pas coutume, de vous retrouver pour cet épisode du Systémator. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui va vous intéresser, qui est le processus créatif. Mais avant tout, on va vous rappeler une chose, Wesley. Une chose, c'est de vous diriger vers le petit encart qui vous permet de noter, notre podcast, que vous l'écoutiez depuis Apple Podcast ou toute autre plateforme, et de nous mettre, la note que, nous méritons selon vous. On vous incite, à nous mettre 5 étoiles. C'est très important pour, non seulement la survie, mais également la prospérité de ce podcast pour qu'il puisse, un peu monter dans les charts, dans le tableau, dans les classements et voilà, qu'on se fasse connaître et qu'on aide, davantage de personnes comme vous. Alors d'ailleurs à ce propos, on a eu 2 avis incroyables. On a eu un déjà, donc excellent podcast, Systémator est exactement le podcast qui manquait dans le paysage du contenu francophone. Et ben, ne demandez pas tant, merci beaucoup. Et l'autre qui est magique, j'ai eu une demi-molle, ce podcast m'a changé la vie. Depuis que je l'écoute, je me sens motivé les lundis matins, pour la semaine. J'ai dit à mon patron que je le quittais, j'ai lancé mon entreprise d'élevage d'alpagas dans les Vosges. Merci. Et ben merci à toi. Donc c'est formidable, quoi. C'est ce que ce podcast permet de faire. Alors aujourd'hui, on va vous parler justement de productivité créative avec le concept du développement vertical et horizontal. Et on va illustrer avec toi, Wesley, par le processus de composition musicale, puisque je le rappelle pour ceux qui nous découvrent peut-être aujourd'hui que tu es musicien. Et donc en fait, tu vas nous parler d'une méthodologie qui va nous permettre d'être plus efficace, plus efficient et qui va répondre à une problématique, qu'on retrouve tous, chez les créatifs. C'est justement de ne pas savoir fidéliser une œuvre et de la publier. Et donc ça va s'adresser à ceux qui vont faire des créations artistiques, mais aussi à ceux qui vont faire du contenu. Et vous voilou, je pense qu'on est parti. Eh bien, jingle et nous retrouvons tout de suite après. Alors, Wesley, donc tu vas nous parler un petit peu du syndrome de la boucle incessante. Je suis tout oui. Ouais, ouais, la boucle incessante, je voulais l'appeler la boucle infinie. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, hein, c'est pas, une formule que j'ai trouvée sur Google. Et l'idée, c'est effectivement de me référer, à mon propre processus de création, musicale, m'appuyer là-dessus pour, expliquer ce concept et vous montrer qu'il est applicable à beaucoup de choses dans la vie, à commencer par effectivement la création de contenu et bien plus. Heu, j'ai remarqué donc, ce phénomène-là lorsque je compose et surtout au début, lorsque je me suis lancé dans, la création de musique électronique assistée par ordinateur, la fameuse MAO, hem, que
je retirais une satisfaction à trouver, une première mélodie, un premier rythme, mais que très vite, je me retrouvais à écouter cette, 1re boucle en boucle, c'est le cas de le dire. Je le faisais de manière, incessante. En partageant ça avec, des amis qui font, de la musique également, c'est un phénomène que j'ai remarqué qui n'était pas, propre à moi seul, Wesley. Hem et Je sais pas toi Seb, mais lorsqu'on commence à créer une œuvre, on dit souvent le plus difficile c'est, de commencer, hein, il y a la fameuse page blanche, mais c'est ensuite de terminer cette œuvre, tu vois? De vraiment d'aller au bout et de pouvoir, arriver en position de publier, de sortir officiellement, cette œuvre et un frein à cela, c'est justement de rester petit et de vouloir absolument, comment dire? Ouais, rester dans l'autocomplaisance de ce qu'on a déjà créé et je pense que ça vient d'une peur de confronter notre œuvre au monde. Donc on va se dire: «OK, c'est cool comme ça et ça va rester comme ça». Et l'idée, c'est que on a besoin, lorsqu'on on crée quelque chose, que ce soit bien fait, que ce soit professionnel et que ce soit donc détaillé, OK? Ça veut pas dire avoir plein de choses, mais que ce soit détaillé, que ce soit propre. Donc ça, c'est ce que, on va appeler, le développement vertical. Alors il faut bien imaginer mon écran, lorsque je compose de la musique, vous avez différentes pistes les unes sur les autres avec ce qu'on appelle une wave, tu sais les ondes qui correspondent au signal sonore et évidemment ce qu'on a tout à gauche, c'est le début du morceau et ce qu'on a tout à droite, c'est la fin du morceau. Donc ça, c'est notre ligne horizontale et la ligne verticale, ça correspond à la profondeur, et au nombre de pistes. Donc si j'ai 50 pistes, je vais avoir, 50 lignes, heu, une pour la basse, une pour, ma voix, une pour mes synthétiseurs et cetera et cetera. Et encore une fois, on a tendance à rester bloqué au niveau de la verticalité, c'est-à-dire qu'on cherche à enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, on cherche à ajouter toujours plus d'éléments, ce qui dans l'absolu est important. C'est important d'avoir un morceau, bien développé verticalement, mais on en oublie l'horizontalité, c'est-à-dire avoir un morceau, qui a un début, qui a un développement et qui a une fin. On appelle ça, voilà, le couplet, les couplets, le refrain, on peut appeler ça le le drop en musique électronique, les breaks, les bridges et cetera et et on perd du temps et de l'énergie à se focaliser sur des détails dès le début, alors que l'idée, et ça on connaît tous ce principe, c'est, de commencer, large et de, ramifier ensuite et d'aller vers le plus précis dans un deuxième temps. Donc voilà pour le la principale explication de ce syndrome que j'ai remarqué et ça s'applique à tout type de création, hein, artistique ou non d'ailleurs. Lorsqu'on écrit un livre, tu vois, on va avoir peut-être une idée en tête, on va se dire: «Ah ouais, j'imagine tel personnage faire telle chose». Mais l'idée, c'est, pour avoir un livre, encore une fois terminé, complet, c'est qu'il y ait un développement, c'est qu'il y ait, la totalité de la chose et c'est pas forcément, ce qu'il y a de plus excitant parce qu'on a envie de rester avec notre idée et de se dire: «OK, on a juste» cette projection de se dire: «OK, ça peut exister et voilà comment je suis dans ma tête», tu vois? On fait pas l'effort mais de vraiment développer, complètement le projet pour qu'il soit compréhensible au monde face à nous. Idem pour le montage d'une vidéo, tu vois? On va trouver un effet super cool ou une transition à un moment donné, c'est bien, mais l'idée, voilà, c'est encore une fois la vidéo, elle soit terminée, quoi. OK. C'est assez intéressant parce que moi, j'ai un peu presque le problème inverse à certains moments, je pense. C'est-à-dire que, j'ai tendance, justement, tu fais référence au montage vidéo. Au final, c'est un peu similaire dans l'approche puisque, du montage, c'est du montage, quoi. C'est-à-dire que, que ce soit que tu fasses du montage audio pour une musique, tu as différentes pistes.
que tu vas superposer les unes les autres, de manière verticale et horizontale comme tu l'as dit. Et la vidéo, c'est pareil, tu vas superposer des sons, des images et Mmh mh. cetera et en fonction de différentes choses. Et des fois, j'ai l'impression, moi, justement, de publier trop vite, tu vois? Donc c'est assez marrant parce que, heu, je vais travailler, du coup, ma vidéo sur l'axe horizontal, donc c'est-à-dire, par exemple, typiquement pour ce podcast et ben, on enlève tous les blancs, toutes les hésitations, tous les moments où on s'étouffe avec, je sais pas, enfin, voilà, on s'étouffe, parce qu'on a dit une bêtise ou autre. Enfin bref, toutes ces choses-là, on les coupe et j'essaie de faire ce travail de manière assez rapide pour pouvoir un peu, publier plus, en quelque sorte. Parce qu'effectivement, j'avais eu un peu cette période où justement je publiais pas assez et que j'étais trop perfectionniste, en quelque sorte. J'ai une vidéo par exemple sur ma chaîne YouTube qui m'a pris un temps mais monstrueux à faire, c'était celle sur la stratégie de contenu de Gary Vaynerchuk. Où en gros, j'ai voulu faire des petites animations au PowerPoint un peu stylées en mixant ça avec mes vidéos, en faisant en sorte que ça ressemble pas, tu vois, au vieux PowerPoint de grand-mère, tu vois? Mmh. Où tu OK, sais ouais. les bonnes formations là que tu suis, sur, je sais pas, des gestions de stock ou des trucs un peu barbants, tu vois? Et j'étais vraiment creusé la tête pour faire ça et au final, ça m'avait pris vraiment, vraiment beaucoup de temps alors que j'aurais pu arriver au même résultat en faisant quelque chose de beaucoup plus simple d'une certaine façon. Hem et du coup, c'est vrai que moi, je suis un peu dans cette optique inverse, parce qu'au final, quand tu fais une vidéo, bah, techniquement, le plus important, c'est ce que tu vas filmer, ce que tu vas dire dans cette vidéo, les différents plans que tu as et après, il faut les assembler et moi, j'ai un peu ce truc où, j'essaie, pas de bâcler, mais j'ai un peu cette sensation où je dois finir vite le projet pour passer à autre chose, en fait. J'aime pas quand D'accord. ça s'éternise trop et par contre, des fois, je me dis: «Ah ouais, mais là, tu peut-être pas allé assez en profondeur ou tu as peut-être loupé quelque chose», hem, tu vois, récemment, j'ai fait une vidéo de vente, ça dure, très longtemps, elle durait 48 minutes cette vidéo. J'ai quasi fait aucun montage, quoi. J'ai juste coupé, toute l'hésitation, tous les blancs et Mmh mh. cetera parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de faire plus et je me suis dit: «Bon, en vrai, j'étais un peu dans cette optique, hem, bah, ça va marcher, c'est bon, on s'en fout quoi, genre, de toute façon c'est juste pour argumenter. Au final, ça a pas si bien marché que ça. Donc c'est un peu mon souci. Je sais pas, là-dessus, si tu as des choses à dire, par Ouais, rapport à on ça? va échanger, c'est intéressant, de voir que, bah, ouais, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont le problème inverse, de celui que j'ai évoqué, qui restent bloqués qui restent bloqués, qui vont trop vite dans l'horizontalité, comme tu fais toi. C'est-à-dire, bah, avoir le projet, de A à Z, de la première à la dernière, seconde et fuck les détails, quoi. Le truc, c'est que ça dépend aussi ce que tu crées et pour qui et pourquoi tu le crées. Si tu fais, ouais, un montage vidéo et que c'est une vidéo parmi tant d'autres sur ta chaîne ou même pour quelqu'un d'autre, après ça dépend, voilà, combien la personne te paye et cetera, le niveau d'exigence attendu. Mais lorsque je compose une musique, pardon, c'est une musique et comment dire? C'est une fin en soi, tu vois, la musique déjà. Mmh. Après, ça ouvre vers d'autres horizons et c'est un autre débat, mais la musique, elle doit être clean, quoi. Elle doit être vraiment, super bien faite. Je dois faire le maximum de ce que je peux faire, avec les éléments que j'ai décidé de poser sur mon logiciel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hem, Peut-être que pour de la vidéo, encore une fois, qui est un moyen de véhiculer des idées et de vendre ensuite pour toi, par exemple Sébastien, ou de faire passer des émotions, c'est plus je vois plus ça comme un support, alors que la musique que je fais, elle peut être évidemment un support, mais elle a aussi, c'est très important, en tout cas pour moi, Wesley, aujourd'hui, avec le niveau, en tout cas les années d'expérience, à composer de la musique, sur ordinateur, à d'être, radical, et intraitable sur le niveau de qualité de mes sons, en tout cas mes productions finalisées. Mmh. Est-ce que finalement ça prend c'est pas, tu vois, comment dire? C'est super compliqué en fait, je trouve, de définir à partir de quand tu estimes que ton projet, tu peux te dire: «OK, la vidéo là, elle est bien, l'article là, il est bien, je peux publier, le livre, il est OK». Tu vois? C'est super dur et en fait, je me pose la question, est-ce que finalement, heu, est-ce qu'on n'est pas obligé de passer un peu par là, tu vois? Est-ce que tu es pas obligé au début de trop sur les détails, attendre, je sais pas, 3 mois pour publier ta vidéo? Et à l'inverse, être, un peu trop rapide, faire ça un peu trop,
à l'arrache et pas aller au fond des choses et du coup vouloir publier beaucoup et avoir assez peu de résultats, tu vois? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'arriver de faire un peu les 2 pour arriver vraiment à un truc où tu te dis: «OK, il me faut à peu près tant de temps pour faire, une bonne vidéo, mais je sais qu'il faut que j'arrive à m'arrêter, pour rendre les vidéos est OK». Et est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas besoin de le soumettre à la critique, par exemple, pour ça? Ouais, c'est très, très intéressant ce que tu dis et il est peut-être là d'ailleurs le cœur de la thématique de cet épisode et le cœur du débat. Effectivement, au-delà de l'horizontalité, de la verticalité, c'est plutôt quand est-ce qu'on décide qu'une œuvre, artistique ou non, est terminée? Quand est-ce qu'on décide qu'une création est finie? Et pour rebondir sur ce que tu évoques, effectivement, lorsqu'on commence, on a besoin, bah, on a envie de toucher à tout. On découvre un nouveau logiciel, on découvre un nouvel art, ou une nouvelle méthode de création. On a envie de toucher tous les boutons, tu vois? On a envie de regarder des tutoriels et d'apprendre et donc ça voilà, c'est de la pâte à modeler et on on fait des figures un peu random. Au début, on est là pour vraiment voir un petit peu, tu vois? On découvre un nouveau corps, donc on a besoin de le malaxer, on a besoin de de voir ce qu'on peut en faire et ensuite, lorsqu'il y a des choses qui commencent à nous intéresser ouais? Là, je te rejoins sur ce point, mais par contre sur le logiciel un peu moins. Parce que personnellement, je me rappelle la première fois où j'ai ouvert Photoshop, tu vois, j'avais peut-être, je sais pas, j'avais 15 ans et j'étais tout Ouais. content, je l'avais piraté, tu vois? Je me en prenais un peu pour un hacker, tu vois? Mmh mh. Et donc j'ouvre le logiciel et là, je vois des menus partout, plein d'icônes, plein de trucs, des fenêtres dans des fenêtres dans des fenêtres. Le premier truc que j'ai fait, c'est fermer le logiciel, quoi. Et j'y suis pas retourné avant au moins une semaine et j'ai mis, vraiment du temps à me mettre dessus et alors, c'est vrai que moi, souvent dans mon milieu créatif, dans la vidéo ou même, ouais, enfin dans ce milieu créatif-là, j'ai souvent tendance à rencontrer des gens qui ont le profil inverse de moi, tu vois? Et c'est un petit peu ce que tu racontes aussi ici. C'est-à-dire que j'ai souvent tendance à rencontrer des gens qui aiment fouiller dans les logiciels, qui aiment, regarder plein de tutos, passer des heures à faire leur truc Mmh mh. et moi, c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est vraiment un truc qui me Ouais. saoule. Tu vois, je préfère, par exemple, faire, quand je fais de la vidéo, ça m'est arrivé des fois d'avoir des fails hallucinants avec des clients, juste à cause du montage, tu vois? Alors que mon boulot de tournage, il était top parce qu'en fait, enfin, il était top, je me jette pas les fleurs ou autre, tu vois? Mais vraiment, je suis dans l'action, je pose mes lumières, je sais quoi faire, je filme et Mmh une mh. fois que le boulot il est fini, tu vois? Et j'ai un Ouais, peu ce c'était ce pro quoi, besoin de quoi? c'était professionnellement enfin tu le faisais bien quoi, c'était, ce qui Ouais. était attendu, de la part du client et tu te relâchais au moment du montage. Mais c'est ça, en fait et moi j'aime ce côté, OK, là je me donne à fond et une fois que le truc est tourné et fait, j'aime passer à autre chose et me dire: «OK, ça c'est fait» et je me suis rendu compte que j'avais vraiment si je voulais vraiment faire, là où je faisais mes meilleures prestations pour les clients et là où le client était super content à chaque fois, c'est quand je déléguais le montage. Parce que heu, du coup, en fait, tu vois, je me suis dit: «Bah, ouais, ma force, c'est d'être sur le terrain, de faire le truc, le mieux possible» et après que j'ai fait la matière la meilleure possible, je la passe à quelqu'un qui va s'en occuper. C'est comme ça que j'ai eu Mmh des mh, mmh résultats mh. sur ma chaîne YouTube, sur le OK. jeu Hytale. C'est comme ça que j'ai des bons résultats avec des clients, quand je fais de la vidéo. Alors que quand je fais le montage moi-même, c'est une catastrophe, quoi. Genre, je procrastine, je mets du temps et c'est un truc qui m'intéresse moins et c'est assez paradoxal parce que dans le milieu créatif, c'est souvent l'inverse, quoi. C'est souvent les gens qui aiment passer justement du temps, un peu, tu vois, enfermés à réfléchir à leur truc, à leur musique, à leur composition, à leurs Mmh vidéos, mh. heu, à utiliser des logiciels d'effets spéciaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 très intéressant. Ouais, il y a plusieurs, effectivement, profils et je me rends compte que, voilà, dans le cinéma ou dans la musique ou dans la vidéo, il y a plein de rôles en réalité. On a l'impression que la même personne fait tout, mais la personne qui va filmer, la personne qui va gérer les lumières, la personne qui va faire le montage, la personne qui va faire le son, l'audio, la personne qui va faire la musique de la vidéo, c'est toutes des personnes différentes. On a déjà 5 personnes différentes, tu vois? Et j'en oublie, je suis sûr que j'en oublie des 3/4, tu vois? Tu qu'au cinéma, tu as quand même un mec qui filme, avec sa caméra donc épaule. Des fois, tu en as plusieurs. Tu as aussi un mec qui s'occupe de déplacer le gars qui est en train de filmer parce qu'il a l'œil dans son objectif et du coup, il regarde pas où il marche. Donc, tu as ce Mmh. mec-là. Et tu as un Mmh. autre mec qui doit gérer le focus, donc la mise au point de la caméra à la place du gars, tu vois? Pour que le gars se Ouais, ouais, concentre uniquement sur le cadrage, quoi. Enfin, c'est ouais. c'est quand même du délire, quoi, tu vois? Bah, Ouais. après, voilà, ça nécessite le budget, qui suit, mais effectivement,
C'est comme ça que ça marche et dans la musique aussi, hein, je le savais un petit peu, mais là, le fait de rencontrer aussi des personnes qui sont dans la musique de plus en plus, notamment à Lisbonne, je me rends compte que, ouais, derrière un tube, il y a toute une équipe. Il y a une putain d'équipe derrière un tube. Tu as le mec qui a eu l'idée originale, après tu as le mec qui a bossé en studio, pour la développer, tu as le mec ensuite qui a fait, bah, tout le mix et encore quand je dis un mec, parfois c'est 2 en réalité ou 3 qui bossent ensemble à chaque fois, donc c'est un truc de ouf, quoi. Mmh. Et toi, tu es tout seul derrière ton écran et tu as tout fait, donc Ouais. c'est Et effectivement, là, on se positionne, par rapport aux personnes qui sont, à peu près à notre niveau, c'est-à-dire qui veulent terminer une œuvre, et c'est sûr que si on sait qu'on est conscient qu'on n'aime pas quelque chose ou qu'on n'est pas performant là-dedans, c'est bien de pouvoir le déléguer aussi. Je suis bien d'accord avec toi. ouais, mais alors le problème justement, qu'est-ce que tu je serais curieux d'avoir ton avis. En fait, effectivement, moi je me rends compte que, par exemple, si je voulais être performant sur YouTube, bah, le contenu je sais le créer, le montage, bah, c'est chiant quoi, tu vois? J'ai du mal à Mmh mh. assumer ça, gérer ça. Par exemple, pour le podcast, bah, on a tout optimisé avec Wesley, donc du coup, c'est super simple en fait à gérer. Mais pour le montage, c'est compliqué et du coup, j'aimerais pouvoir le déléguer. Le fait est que quand tu as pas beaucoup de budget, tu peux déléguer certains trucs, mais si tu veux faire des bonnes vidéos, tu peux pas, comment dire? Si tu veux essayer de te différencier par la qualité du fond et de la forme de ce que tu proposes, tu peux pas le déléguer à n'importe qui, tu vois? Faut quand même quelqu'un qui a un certain niveau, qui sache quand même faire des choses, et lorsque j'ai eu l'expérience un peu de déléguer le montage, bah, au final, c'était quelqu'un qui débutait et c'était pas du tout la même qualité que ce que j'avais pu produire par la suite et donc tu vois, tu as sur ma chaîne, tu as des vidéos où j'ai poncé, en termes de lumière, en termes de fond, en termes de montage et tout ça et après, tu as une vidéo, qui est un peu faite à l'arrache ou autre, ou souvent même j'avais besoin même de repasser derrière, et de réajuster les choses. Alors ça me faisait quand même gagner du temps, mais au final j'avais un peu l'impression de dépenser mon argent dans le vide, quoi et donc si tu veux avoir accès à des professionnels compétents, bah, faut quand même les payer et mettre le prix. Mais comment tu fais ça au début, tu vois? Est-ce que tu peux vraiment le faire? Hem et c'est vraiment ça, je pense, qui est vicieux, quoi. Comment tu passes de l'un à l'autre ou même si tu as ta boîte, par exemple, tu fais du montage, tu fais du tournage vidéo, bah, si tu veux déléguer le montage derrière, bah, si tu es en auto-entreprise, donc le statut, on va dire que la majorité des gens prennent pour se lancer, tu peux pas le faire, en fait. Parce que tu peux pas refacturer quelqu'un derrière et revendre la prestation. Enfin, tu payes tes impôts dessus, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Et donc, tu as un peu ce gap qui est compliqué à franchir, en fait, je trouve. Ouais, j'ai pas de réponse miracle, hein, c'est sûr que c'est ouais, est-ce qu'on choisit l'hyper spécialisation tout de suite? Est-ce qu'on choisit d'être, plutôt taillé en T avec, une chose qu'on maîtrise très bien? Par exemple pour toi, la création de contenu, avoir les idées, et filmer et hem et bah, voilà, le montage, tu sais que tu te débrouilles quand même, tu peux faire un montage, relativement propre, et voilà, c'est bien pour commencer, après, bah, il y a une autre question et ce sera l'objet d'autres épisodes, c'est, bah, comment on monétise et comment on crée quelque chose qui est rentable et qui est pérenne et voilà, on sort de ce Mmh. petit monde de, do it yourself, do everything yourself, tu vois? Ça vient dans un deuxième temps. J'ai pas je suis en train de bosser là-dessus justement, hein, donc D'accord, bah, on partagera tout voilà. ça dans un autre prochain épisode alors. Yes, yes, yes et le deuxième grand chapitre, parce que là, on a parlé pour l'instant donc de cette, fameuse, boucle incessante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Toi, Seb, c'est peut-être plutôt l'inverse. Mais le risque, c'est, de perdre, son élan créatif. Et je le vois, moi, par exemple, je bosse là sur la préparation de mon album, et je reprends, des anciens projets et puisque j'avais juste fait quelques boucles, et que forcément, bah, j'ai évolué depuis, je me dis: «Ah, je sens moins la vibe», tu vois? Je suis moins dans le flow lorsque j'écoute ça et je ressens le besoin de changer ces boucles et lorsque je crée, que ce soit vivant. Ça me fait penser à Stephen King, on en parlera aussi dans un prochain épisode, mais ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on écrit, bien et que lorsqu'on écrit, régulièrement, tous les jours, on les mots se transforment en phrases, qui se transforment en paragraphes et ces paragraphes commencent à respirer et à vivre et on donne la vie à nos personnages, tu vois?
Et ben, c'est pareil pour tout, tu vois? C'est pour ça que c'est important, à chaud, heu, d'aller au bout de l'idée qu'on avait. Un peu comme quand on oublie, la prochaine phrase ou la super idée qu'on avait en tête, parce que quelqu'un nous a coupé ou parce qu'on l'a pas exprimé ou noté tout de suite. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais, partager pour, boucler cette première partie. Et la deuxième, c'est justement aller plus loin que, le processus, créatif, hem, pour étendre, un peu ce principe, ce raisonnement. J'ai envie de commencer par une phrase que tu kiffes, Seb, c'est, notre tendance, parfois à prendre une capote pour se branler. C'est-à-dire qu'on va chercher à suroptimiser, les choses, les détails dès le début, alors que l'idée, c'est de partir, hem, d'un concept qui est simple et de le développer pour que, ça aboutisse en quelque chose de consommable, d'utilisable. C'est l'idée du fameux MVP, le minimum viable product. Ouais, c'est un concept qui s'applique à tout, hein, y compris au tunnel de vente aussi, tu vois, de ne pas rester sur, ah OK, c'est cool, j'ai des personnes, qui sont potentiellement intéressées, mais OK, comment est-ce que je vais faire ma première vente? Comment est-ce que je vais, guider ces personnes jusqu'au bout de, de l'expérience finalement? Mmh. Et ensuite, je vais optimiser. Encore une fois, moi, un autre exemple pour illustrer tout ça, c'est en ce moment, je suis en train de trouver découvrir mes potentiels super fans, comme je les appelle, sur Facebook. Parce que Facebook, te propose, enfin, comment dire? Enfin, si tu vas sur une page, par exemple, d'un artiste, célèbre, Facebook te montre qui sont ses super fans, qui sont les utilisateurs Facebook les plus assidus et les plus engagés. Ah oui, il y a une espèce de Et symbole, non? Genre top fan. ouais, ça fait comme un bouclier bleu ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, je l'ai pour un groupe que j'aime bien Un donc blason, ça fait comme un blason et justement, c'est trop bien. toi, tu l'as pourquoi, Seb? Alors, bon, j moi je l'ai pour Thérapie Taxi, il y a un groupe que j'aime beaucoup D'accord. et bah, en gros ça je pense que c'est vu que c'est lié à mon compte Spotify, j'ai écouté à peu près chaque musique, 850 000 Mmh. fois. Ils ont s et que je suis allé au concert et tout, tu vois? Bah, je pense que ouais, ils se sont dit: «Ah lui, il a l'air de bien kiffer le truc et tout», Il y a même un groupe Facebook privé créé par le groupe, tu vois? Où il y a que les «élus» entre guillemets qui peuvent Mmh rentrer mh. dedans, enfin c'est n'importe quoi. Mais ouais, effectivement, j'ai ce truc-là et en fait, le jour où j'ai reçu ça, c'était un peu, tu vois? Je me dis: «Ah c'est trop cool quoi, je suis un top fan quoi» et je pensais que ça allait s'afficher absolument partout, mais apparemment ça s'affiche que sur les publications, Mmh. que je fais en rapport avec le groupe. Mais ouais, du coup, c'était assez Ouais. marrant, je trouvais. Ouais, tu as ton petit badge, quoi, un petit badge bleu. Ouais, ça fait genre: «Tu Hem, un vrai», tu vois? ouais, c'est ça. Ça fait genre, vérifié, quoi. Vrai fan certifié. C'est ça, exactement. Et justement, ces personnes-là, bah, j'ai commencé à les contacter, sur Messenger, en, en allant sur les pages d'artistes dont la musique sonne à peu près comme la mienne. Et j'ai commencé à contacter ces personnes. J'ai créé un document Excel, si tu veux, avec nom, date du contact, réponse ou nom de la personne, et voilà, nombre de personnes contactées et c'est tout. Et j'ai commencé hier, j'ai contacté, une trentaine de personnes et ensuite, en fonction des retours, là, je vais commencer à améliorer, mon tableau, Excel en disant: «OK, maintenant qu'il y a ces personnes qui ont répondu et qui sont intéressées, qui se sont abonnées, par exemple sur YouTube ou Facebook, hem, voire à ma newsletter, je vais les faire passer dans un autre onglet et je vais pouvoir aller plus en profondeur sur ces personnes-là». Donc là, on inverse, l'horizontalité et la verticalité parce que, tu vois, ton tableau Excel, il va se remplir de haut en bas, mais le principe est le principe est le même, c'est-à-dire, bah, avoir quelque chose qui marche d'abord et ensuite on optimise. Ouais, tout à fait. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent quand je vends des produits, des cours ou ouais, ou des services, de l'accompagnement. C'est justement l'idée de prévente. C'est-à-dire que, par exemple, je vais créer un cours, je vais mettre le concept, faire une ou 2 vidéos, argumenter dessus, le proposer à mes prospects et leur dire: «Bah, voilà, si ce cours vous intéresse, il est en prévente, c'est-à-dire qu'exceptionnellement, le prix sera moins cher seulement maintenant» et tu vois, j'ai des produits que j'ai vendus à 59 € en prévente
et Mmh. aujourd'hui qui a un coût de 300 parce que je me suis rendu compte lors de la création du produit, ah en fait je pourrais ajouter ça, je pourrais ajouter ça, je pourrais ajouter ça, et puis j'ai amélioré le cours au fur et à mesure, et du coup ce cours-là a pris beaucoup plus de valeur et a pris plus d'ampleur que ce que je pensais. Donc au final, tu as des gens qui l'ont payé à 59 € et qui pensaient avoir un tout petit cours de 1 ou 2 heures, et qui au final se retrouvent avec quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus concret, avec des outils personnalisés ou autres. Voilà, et au final, ça permet, un, de valider ta demande, 2, de tester que ton produit intéresse les gens, et après, en plus, si j'avais personne qui l'avait acheté, OK, je passais à autre chose, ou alors je changeais l'argumentaire de vente, j'analysais ce qui s'était passé, Mmh et voilà, et si j'en avais Exactement. pas vendu, voilà, et je procède maintenant systématiquement comme ça, et c'est plutôt cool parce que derrière, tu montes, tu crées ce dont tu as besoin, tu pars vraiment que d'idée la plus simple, possible, et puis après tu la développes, et tu vas au bout de tes ambitions, quoi, et tu as des retours en plus de clients parce que moi ils sont là, tu vois? Tu as déjà vendu, tu prends confiance dans ton produit, et voilà, et c'est quelque chose de vertueux. Exactement, exactement. Et pour boucler la boucle, bah, ça me fait penser à un article que j'avais lu, il y a quelque temps sur, heu, qui expliquait pourquoi la qualité passe par la quantité, et je crois qu'on a c'est vraiment un arbitrage entre les 2, c'est-à-dire, être dans l'horizontalité slash quantité, c'est-à-dire, boucler les choses et les soumettre au marché le plus vite possible, mais au détriment parfois de la qualité, et être dans la qualité slash verticalité, c'est-à-dire, OK, je vais travailler chacune de mes pistes parfaitement pour que ça sonne super bien, et cetera, et cetera. Le risque de cette optique-là, c'est, d'être bloqué, dans cette boucle incessante et de ne jamais avancer. Et justement, l'article que j'avais lu expliquait que lorsqu'on se lance dans quelque chose, on a besoin de le faire de manière répétée et d'être dans la quantité. Il donnait l'exemple, des meilleurs basketteurs qui, commencent genre Michael Jordan, qui commençaient leurs entraînements avant les autres et qui continuaient à shooter, après, que tous leurs, coéquipiers, avaient fini l'entraînement. Donc, ça passe par de la répétition de choses simples, et ensuite, une fois qu'on sait qu'on a un bon shoot, là, on peut se permettre de choisir quand est-ce qu'on va shooter, parce qu'on sait qu'on est dans la bonne situation pour le faire et que ça va être 3 points plutôt que 2 points, ou que sais-je. Hem, donc c'est important, si vous nous pour vous qui nous écoutez, si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous soyez capable de vous situer un petit peu sur, la courbe. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes au début de votre évolution dans, peu importe dans ce que vous faites. Et dans ce cas-là, c'est important de passer par la quantité d'abord, et aussi, savoir, vous améliorer au niveau de la qualité, c'est-à-dire, prendre le temps de faire en sorte que votre première boucle sonne bien. Il y a vraiment les 2. Et si vous êtes à un stade plus avancé, c'est vous dire: «OK, maintenant je suis prêt et je peux commencer à sortir des choses et les soumettre au marché et voir, s'il y a une audience ou une clientèle, réceptive à ça». Donc c'est un arbitrage à faire, hein. Il y a pas de bonne ou de mauvaise chose dans l'absolu. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous vous situez. Ce que je voulais pointer du doigt, pardon, c'était le fait que, il y a j'ai l'impression, plus de personnes qui sont bloquées qui restent bloquées dans une idée et qui vont avoir peur d'aller plus loin, au risque de perdre cette idée. Alors que, peut-être que cette idée, c'était juste un passage pour aller, plus loin. Moi, parfois, je commence, j'ai une mélodie initiale et mon projet final, il va avoir, rien à voir avec ça, il va être totalement différent. Et quand j'ai plusieurs idées dans un même projet d'ailleurs, je fais en sorte d'en créer plusieurs. Je me dis: voilà, ça, c'est une bonne idée, mais pour un autre truc, donc je vais la sauvegarder à part». Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tout à fait. Eh ben, merci Wesley, pour toutes ces précieux conseils. Justement, appliquons nous-mêmes, ce concept, et soumettons, notre podcast à notre marché. S'il vous a plu, mettez-nous, le maximum, d'étoiles sur Apple Podcast, la plateforme de podcast que vous utilisez, si elle en propose. Vous pouvez le partager à vos amis si vous l'avez apprécié, si vous pensez qu'il peut aider, quelqu'un. N'hésitez surtout pas, ça nous ferait énormément plaisir, et ça nous permet aussi de tester, de voir si le podcast vous plaît, si vous réagissez avec, et derrière, on pourra continuer, le podcast si, on voit qu'il y a assez de personnes qui ont envie d'écouter la suite, de Systemator.
Nous passons au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Eh bien, mon truc de la semaine, c'est la rencontre, d'une musicienne, russe angolaise, une métisse. Je l'ai rencontrée en studio à Lisbonne par l'intermédiaire d'un pote, lui aussi originaire d'Angola, avec lequel j'avais, enregistré un morceau, Mr Isaac il s'appelle et elle s'appelle Lipsia et ce que je ne savais pas, c'est que c'est une petite star là-bas en Angola. Elle a genre, 50 000 abonnés sur Insta et elle a aussi une chaîne YouTube qui marche bien. Elle a sorti quelques clips qui sont très professionnels, je dois dire. Et on s'est retrouvés à enregistrer un morceau ensemble parce que elle avait besoin de nouveaux instruments sur lesquels chanter, hein, tout simplement, pour des prochains morceaux. Et bah, ça s'est terminé en collaboration tous les trois avec Mr. Isaac aussi, a contribué à l'écriture des paroles et qui a fait un peu de beatbox. Donc, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est heureux hasard qui font que, bah, on tombe sur quelqu'un, encore une fois, après la rencontre du songwriter. Là, je tombe sur, voilà, quelqu'un avec lequel, une personne avec laquelle, pardon, je peux créer, qui va peut-être d'ailleurs aussi contribuer à mon album, hein. On prévoit d'enregistrer un morceau pour mon album ensemble. Euh, la leçon derrière, c'est simplement de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Ça ne veut pas dire de courir partout et de bouffer à tous les râteliers, mais ça veut dire ouais, lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant, creuser et voir ce que ça donne, quoi. Parce que en ce moment, en étant justement ouvert et en sortant physiquement de chez moi, eh bien, je peux dire que ouais, la période la plus fertile en termes de rencontres musicales de toute ma vie. Et surtout qu'en plus, ça t'apporte pas mal de choses parce que, potentiellement, là, tu t'entoures d'une petite équipe, vous commencez à faire un son, 2 sons, enfin et au final, c'est pas vraiment sur quoi ça peut déboucher, mais dans tous les cas, ça peut être que positif. Ouais, exactement, exactement. C'est vraiment ça. C'est développer le jeu vers l'avant. Après, l'idée, c'est pas d'être partout non plus, mais de le développer. Et il y a forcément des ballons qui vont donner des occasions et qui vont potentiellement faire des buts, Et quoi. justement, alors c'est intéressant parce que du coup, tu es, tu fais cette musique-là avec cette personne-là. Au final, est-ce que ça t'éloigne peut-être un petit peu aussi de ton projet d'album? Puisque j'imagine que la musique, ça va être elle qui va le publier, pas forcément toi. Comment tu as géré ça et comment tu as comment tu pris la décision de te dire: «Bon, bah, au final, bon, OK, il y a une opportunité ici», mais là, il y a un peu ce truc où je me dis, ouais, du coup, tu t'éloignes un peu de ton objectif, mais en même temps, il y a une super opportunité. Si tu la saisis pas, c'est dommage. Comment tu gères ça? Moi, je pense être un giver. J'adore donner. Parfois, on me dit que je donne trop. Et je vois toute relation en mode gagnant-gagnant. Tu vois, sous l'angle gagnant-gagnant, c'est-à-dire si je fais ça pour elle, entre parenthèses, l'idée c'est qu'on ait nos 3 noms sur le morceau, donc elle est censée être en avant, mais on veut quand même, Mr Isaac et moi, avoir nos noms et c'est même elle qui l'a proposé, donc ce serait l'idée. Après effectivement, même dans l'absolu, ça ne me dérangerait pas d'avoir seulement son nom tant que, je m'y retrouve ensuite, financièrement. Mais par exemple, cette Lipsia, je l'ai également accueillie, sur mon canapé pendant, je précise, pendant, 4-5 nuits, parce qu'elle était en galère de logement justement, elle était censée rentrer, dans son pays et elle a, repoussé son billet pour justement, rester, à surfer sur cette vague, de bonnes vibes en studio et avancer sur ce projet. Et elle est très reconnaissante, elle a manifesté sa gratitude envers moi. Heu, Dit comme ça fait très, à l'ancienne, tu vois? Mais je sais que ce que je donne, bah, par exemple, elle m'a dit: «OK, si tu veux collaborer, je peux chanter sur un de tes morceaux». Je lui avais proposé et maintenant que j'ai été le premier à donner, tu vois? Ouais. Sans compter, elle se sent un peu redevable et puis aussi elle apprécie ce que je fais, mon travail, elle a envie de s'investir aussi de son côté et le temps donc pour répondre à ta question, c'était pas vraiment une question, mais ta remarque, c'est le temps que je dépense à créer cette musique avec eux et à lancer ce projet. On s'est même retrouvé en studio avec des mecs,
qui connaissent des gros labels, Universal. Donc c'est un label indépendant au Portugal, pour leur faire écouter notre projet. Voilà, il y a rien de fait, il y a rien de signé. Mais tout ce temps-là que j'ai investi, je le récupère puisque j'en ai profité en studio pour enregistrer, ouais, enregistrer la voix d'Isaac pour un autre morceau dont j'avais besoin et potentiellement, probablement enregistrer Lipsia sur un autre morceau. Donc finalement, c'est et pour mon album, hein, je précise. Donc c'est du temps que je gagne à ne pas chercher des personnes sur Fiverr ou voilà, sur internet. Heu, donc c'est vraiment ça aussi, c'est savoir, hem, voilà, garder cet état d'esprit, gagnant-gagnant et se dire: «OK, moi je te donne ça dont tu as besoin et en retour, j'aimerais bien obtenir ça de ta part». Et donc, son Instagram, Lipsia, on la retrouve où? Sur Instagram, je le connais pas exactement, mais on va le partager, mais c'est Lipsia, Lipsia, et je crois que ça doit être Lipsia avec peut-être un tiret bas quelque Bah, part. si elle a 50 000 followers, vous Ouais, devriez la vous la trouver. trouverez On facilement, ouais. mettra tout ça dans les notes de l'émission, bien évidemment. Et toi donc Sébastien, je suis curieux de savoir ton truc de la semaine. Tu m'as dit que c'était, quelque chose d'incroyable. Ah bah, c'est totalement incroyable. C'est, un ami à moi qui s'appelle, Nathan, qui a une Twizy. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une Twizy? Absolument pas. C'est ces espèces de voitures Renault, toutes petites que tu peux conduire à 16 ans, qui sont monoplaces. Enfin, je crois que tu peux mettre 2 personnes, donc une à l'avant, une à l'arrière. C'est minuscule, et en gros, bah, c'est des voitures sans permis, en fait, électriques, donc écologiques et tout. D'accord. Enfin, jusqu'à un certain point, on va dire. Et en fait, la particularité de cette voiture, c'est que je crois que tu ne peux pas rouler à plus de 70 km/h parce que sinon après elle explose, et tu dois te recharger, je crois toutes les 2 heures, et je crois qu'il faut que tu attendes au moins 8 heures pour que ta voiture soit pleinement rechargée, quelque chose comme ça, tu vois? Mais tu peux la recharger sur n'importe quelle prise, tu vois? Donc voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Et ben, c'est que j'ai mon ami Nathan que j'ai connu, il y a longtemps sur mon projet de web télévision que j'avais, entre 2014 et 2017. En fait, il s'est lancé un défi. Lui, il habite à Paris, et l'année dernière, il s'est rendu au festival d'Avignon en Twizy. Donc en gros, il a fait, Paris-Avignon avec, la voiture que je viens de vous décrire, quoi. Du coup, il avait besoin régulièrement de se recharger, n'est-ce pas? Parce que sinon, voilà, donc il avait besoin de se recharger régulièrement sa voiture, et du coup, eh ben, il a parcouru, la France entière, en passant par les petites routes, parce qu'évidemment une voiture pareille, vous allez pas sur l'autoroute, hein, sinon vous risquez de mourir. Mmh. Hem et du coup, il se retrouvait à aller chez les gens et leur demander: «Bonjour, est-ce que je peux recharger ma voiture chez vous?» et tout, et à squatter chez eux, littéralement, ou à dormir dans sa voiture. Et en fait, il partage tout ça sur sa page, Facebook, qui s'appelle «Twizy à son rythme avec Nathan», et il va réitérer ça. Alors, il est probable qu'il ait déjà commencé, puisque, au moment de sortir cet épisode, nous, on enregistre pour donner un peu les coulisses. On est le 18 juin, mais lui va recommencer à peu près à partir du 23 juin, à partir en direction du festival d'Avignon de cette année, et il va partager normalement tout ça. Et donc il fait des Facebook Live, il montre un peu, tu vois, je me rappelle d'une vidéo incroyable où en gros, il est en pleine campagne, en pleine cambrousse, tu sais pas du tout où il est, il y a aucune lumière quasiment, tu vois? Et il lance son Facebook Live, il fait: «Bon alors, bah là je me retrouve, dans cette campagne et tout, je vais devoir m'arrêter parce que j'ai quasiment plus de batterie, donc ma voiture risque de tomber en rade. Ça fait, 30 minutes que je cherche une prise, il y a personne, enfin personne, n'habite dans cet endroit, quoi.» Et il arrive vers une espèce de salle des fêtes, et il y a une soirée là-bas, une espèce de soirée, ouais, pour un anniversaire, je sais plus si c'est, 16 ans ou 18 ans ou un truc comme ça, tu vois? Mais vraiment un truc entre où il y a la famille et les amis, les de tout âge, tu vois? Vraiment la grande salle où, Mmh mh. tu sais, tu as les bonnes musiques et le bon DJ de mariage dedans, quoi. C'est pas un mariage, mais c'est pour un Ouais, anniversaire, ouais, mais ouais. tu vois l'idée. Je vois l'idée, ouais, Et du à coup, l'ancienne. il arrive et tout, et il commence à aller voir les gens, et donc les gens, ils commencent, ils se disent: «Mais, c'est quoi ce mec, quoi?» Genre le gars, il vient comme ça, il me connaît pas, il vient nous parler et il me dit: «Ouais, est-ce que je peux recharger?» et tout ça machin, et donc finalement, ils acceptent. Ils laissent rentrer la voiture dans le bâtiment parce que la prise était dans le bâtiment. Donc tu vois, il y a tout un micmac et tout ça. Puis tu as tout le monde qui vient le voir, les adultes et tout, parce que tu vois, il est quand même jeune, quoi. Tu vois, il a 18 ou 19 ans cette année. Et genre, ouais, ils sont en mode: «Ouais,
mais tu tout seul, où sont tes parents? Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien et tout machin, et tu sais, puis ils se méfient un peu parce qu'ils connaissent pas le gars, tu vois? Et puis au final, ils se retrouvent à passer la soirée avec tout le monde, à déconner, à boire des coups, enfin, tu vois? C'est vraiment du délire, quoi, et c'est super drôle et Évidemment, c'est tout filmé. et alors, ouais, il filme pas mal de choses parce qu'en gros, ce qu'il a, donc tu vois, il se balade souvent en chemise, tu vois? Et il se met son téléphone dans un peu en mode caméra cachée, c'est-à-dire qu'il le met dans sa poche avant, de sa petite poche de chemise et puis il filme ce qui se passe et il filme ses interactions, ses rencontres avec les gens et du coup, c'est hyper authentique et ce gamin m'impressionne. Je pense qu'il faudrait l'inviter un jour parce que, il m'impressionne vraiment dans sa façon de faire, tu vois? C'est vraiment drôle, la façon dont il gère ça et puis il a une aisance, il va parler avec les gens avec tellement de facilité. Moi, je serais incapable de faire ce qu'il fait. T'imagines, il va parler à des inconnus, il leur parle, il leur demande Ouais. direct, «Est-ce que je peux recharger ma voiture chez vous?» et tout et tu vois, il a une certaine, pas forcément, je sais pas quel terme, c'est pas arrogance ce que je veux dire, mais une certaine, heu, je sais pas si tu as le mot? Ouais, en tout cas, j'allais dire une aisance Ouais. sociale, mais un peu plus. Il est vraiment sûr de lui et en fait, il passe même pas il est même pas dans sa tête, en fait. Il est juste, naturellement, il impose, en fait, ce qu'il a envie de faire, après voilà, il agresse pas les gens et je trouve pas le mot non plus, mais je vois Ouais, l'idée, ouais. voilà. C'est à la limite, ouais, une certaine, presque insolence, mais que ça passe toujours bien Ouais, finalement. c'est ça. Alors des fois, il se prend des vents, tu vois? Mais globalement, c'est super drôle, quoi et puis, c'est improbable parce que les gens, ils comprennent pas trop. Ils sont en mode: «Mais attends, mais tu fais quoi? Tu quel âge et tout?» tu vois? Parce qu'en plus, c'est des voitures que tu peux conduire en étant mineur. Lui, il l'a eu à 16 ans, là-dessus, je crois, quelque chose comme ça et enfin bref, c'est super drôle. Donc je vous conseille de suivre ça, ça s'appelle Twizy, à son rythme avec Nathan. Donc vu qu'on sait pas trop quand le podcast va sortir en termes de date, peut-être que certaines choses seront passées, mais heu, voilà, voilà un petit peu la recommandation de la semaine et je pense qu'on pourra l'inviter pour parler un petit peu de tout ça un jour. J'irai me recharger chez vous. Je vois que Oui, c'est un peu sa punchline. c'est ça, C'est pas sans nous rappeler une, fameuse émission. tout à fait. Mais tu sais qu'il réfléchissait à un moment, je crois, à se demander un sponsoring à Renault ou quelque chose comme ça et heu, tu vois, cette année, alors je suis en mode totale prédiction, ça se trouve, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, mais l'année précédente, il a eu, quelque chose comme 150 likes en partant vraiment de son truc, tu vois? Vraiment, tu sais, enfin, en lançant ça pour le fun. Potentiellement, cette année, ça se trouve, ça peut cartonner ou l'année suivante, je sais pas, mais en tout cas, Mmh. moi, j'attends ça avec impatience, quoi et c'est vrai, je pense que ça va être assez marrant. Ouais, il y a un vrai potentiel, ouais. Mmh. Voilou, et ben, on en a fini pour cet épisode de Systémator. On espère qu'il vous a plu. Si, ce n'est pas fait, bah, pensez à vous abonner. Comme ça, vous loupez aucun Systémator qui sortent, les lundis, hein. Comme ça, commencez votre semaine avec une certaine, fraîcheur, une joie de vivre, une motivation incroyable. Joie de vivre, Ah oui. joie de vivre. Et du coup, c'est parfait et si vous n'avez pas encore mis, votre évaluation sur la plateforme que vous utilisez, bah, je sais pas ce que vous foutez parce que ça fait quand même au moins 20 fois qu'on vous le demande donc ça serait quand même ouais franchement, Ouais, c'est abusé, franchement. voilà, je ne sais quoi dire donc voilà, je pense qu'on va terminer cet épisode là-dessus. Vous pouvez encore vous rattraper cette erreur en le faisant. Ça vous prendra quelques minutes et nous, vous n'imaginez pas le bien que ça nous fera. Ça sera, formidable. Sur ce, c'était Seb et Wesley et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.